J'ai 78 ans aujourd'hui, et mes mains tremblent encore quand j'entends les cloches de Sainte-Colombe-les-Brumes sonner l'Angélus. Pas à cause de l'âge, non. À cause de ce matin-là, dans les ruines de Château Maudit, quand j'ai entendu un gamin pleurer « Maman » avec une voix qui n'était plus tout à fait humaine. Le café refroidit entre mes doigts. L'odeur de lavande qui monte de mon jardin se mélange soudain à celle de la poudre et du soufre, comme si 43 ans n'avaient jamais passé. Je ferme les yeux et je le revois. Théo, 16 ans, peut-être 17. La peau grise comme la cendre, les yeux dorés comme les flammes de l'enfer, mais qui pleurait exactement comme pleurerait votre petit-fils. Mon nom, c'est Éloi Durand, caporal du 3e hussard parachutiste, ancien combattant de la Grande Guerre des Ombres. Et si vous me demandez quelle a été ma dernière mission officielle, je vous répondrai « désobéir aux ordres pour porter sur mes épaules un soldat ennemi qui appelait sa mère dans ma langue ». Cette décision m'a coûté mes galons, ma réputation, ma carrière militaire. Mais nom de Dieu, elle m'a sauvé l'âme. Aujourd'hui, quelque chose a réveillé ses souvenirs. Une lettre que j'attendais sans l'attendre, écrite d'une main que je reconnaîtrais entre mille. Théo m'écrit encore, vous savez, après toutes ces années. Vous voulez savoir qui j'étais avant de devenir ce vieil homme qui nourrit les chats errants de Sainte-Colombe. Éloi Durand, né en 1947, dans cette même maison où je bois mon café chaque matin. Mon père était vigneron, ma mère institutrice, des gens simples, honnêtes, qui m'ont élevé avec les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Ils n'auraient jamais imaginé que leur fils unique partirait un jour combattre des créatures sorties tout droit des cauchemars. J'avais 23 ans quand les portails se sont ouverts. 1970, l'année où le monde a basculé dans l'impossible. Du jour au lendemain, la France s'est retrouvée en première ligne contre les légions maudites qui déferlaient du royaume des ombres. Paris bombardé par des dragons de métal. Marseille assiégée par des armées de morts vivants. Lyon transformé en champ de bataille entre sorciers et militaires. Moi, j'étais en train de terminer mes études d'ingénieur à Grenoble quand les ordres de mobilisation générale sont tombés. Comme tous les jeunes de ma génération, j'ai tout quitté. Mes livres, mes rêves de construire des ponts, ma fiancée Marie-Claire qui pleurait sur le quai de la gare. « Reviens-moi entier, Éloi », m'avait-elle dit. Je lui ai promis. Une promesse que j'ai tenue à moitié. Les classes préparatoires militaires se faisaient à Saumur, dans l'urgence. 6 mois pour apprendre à tirer sur des cibles qui saignaient noires, à manier des armes bénies par les aumôniers, à survivre dans un monde où la magie et la mitraille se côtoyaient. J'ai été affecté au 3e régiment de hussards parachutistes, unité d'élite spécialisée dans les missions de reconnaissance profonde en territoire occupé. Mon sergent-chef, Armand Roussel, était un géant de Bretagne aux moustaches rousses, vétéran de l'Algérie, qui s'était adapté à cette guerre surréaliste avec un pragmatisme terrifiant. « Durand, me répétait-il en nettoyant son fusil anti-magie, dans cette guerre, il n'y a que 2 règles. Tuer avant d'être tué et ne jamais faire confiance à quoi que ce soit qui ait des yeux qui brillent dans le noir. » Mes compagnons d'armes, une fratrie forgée dans l'acier et la peur. Il y avait Michel Mickey Leblanc, un gamin de Normandie qui racontait des blagues salaces pour ne pas penser à sa mère veuve. Jean-Baptiste Moreau, dit Moisy, un ancien séminariste de Toulouse qui récitait des prières latines avant chaque mission. Et puis André Fontaine, notre radio, qui portait toujours dans sa poche une photo de sa fille nouveau-née qu'il n'avait vue qu'une seule fois. Nous étions une escouade de 8 hommes, parachutés derrière les lignes ennemies pour des missions qui ne figuraient sur aucun rapport officiel. Sabotage de convois de goules, élimination de nécromanciens, récupération de civils dans les zones maudites. 3 années de guerre, 52 missions et un seul principe, on rentre tous ensemble ou on ne rentre pas du tout. Caporal Durand, matricule 2847 HSP, 26 ans, 1m75, 68 kg, yeux verts, cheveux châtains, marque particulière, cicatrice à la tempe gauche, éclat de sortilège explosif, bataille de Valence, 3 médailles dont la croix de la valeur militaire et une réputation de type qui ne laisse jamais un homme derrière lui. C'était mon identité,
ma fierté, ma raison de vivre. Jusqu'à cette mission de février 1973, dans les ruines de Château Maudit, quand j'ai compris que parfois, sauver un ennemi peut être plus héroïque que de tuer 100 alliés. Marie-Claire m'attendait toujours, vous savez. Elle m'écrivait des lettres pleines d'espoir et de projets d'avenir. Quand tu reviendras, on se mariera dans l'église de Sainte-Colombe. Tu reprendras tes études, on aura des enfants, on cultivera la vigne de ton père. Des rêves simples et beaux que la guerre dévorait lettre après lettre. Aujourd'hui, elle vit à Avignon avec un pharmacien. 3 enfants, une belle vie tranquille. Elle m'envoie une carte à Noël parfois. Joyeuse fête, Éloi. J'espère que tu vas bien. Elle a eu raison de ne pas m'attendre. L'homme qui est revenu de Château Maudit n'était plus celui qu'elle avait aimé. Mais bon sang, il était peut-être devenu quelqu'un de meilleur. Février 1973. Un hiver comme la France n'en avait jamais connu, où la neige tombait noire à cause des cendres crachées par les volcans du royaume des ombres. Nous étions cantonnés dans une ferme abandonnée près de Montélimar, à 50 km de la ligne de front. Les murs épais sentaient encore le foin et le lait caillé, mais désormais ils résonnaient du cliquetis de nos armes et des grésillements de la radio de campagne. Le briefing avait eu lieu dans la cave, éclairé par des bougies bénites qui vacillaient chaque fois qu'un sortilège explosait au loin. Le lieutenant-colonel Beaumont, un homme sec aux tempes grisonnantes, avait déployé une carte tactique sur une table de bois brut. Des croix rouges marquaient les positions ennemies, des cercles bleus nos avant-postes. Au centre, un château en ruine entouré de symboles occultes. Château maudit. « Messieurs !» avait-il commencé de sa voix rauque de fumeur, l'ennemi a établi un poste de commandement dans ces ruines. Intelligence militaire nous confirme la présence d'au moins 3 nécromanciens de haut rang et d'une centaine de soldats maudits. Votre mission, infiltration nocturne, reconnaissance photographique, et si l'occasion se présente, élimination des cibles prioritaires. Mickey avait levé la main, son éternel sourire aux lèvres malgré la gravité du moment. « Mon colonel, on a des infos sur le type de créature qu'on va croiser là-bas » ? Goule standard, quelques revenants, possiblement des hybrides, avait répondu Beaumont en tapotant sa cigarette. Mais attention, nos espions rapportent que l'ennemi utilise désormais des enfants transformés comme soldats, des gosses de 12 à 18 ans, modifiés par alchimie noire pour servir de chair à canon. Un silence de plomb était tombé sur la cave. Moisy s'était signé discrètement. André avait serré plus fort la photo de sa fille. Moi, j'avais senti un frisson me parcourir l'échine. Des enfants soldats. Même dans cette guerre de cauchemar, certaines limites n'auraient jamais dû être franchies. Les ordres sont clairs, avait continué le colonel. Aucune distinction entre adultes et mineurs transformés. Ils sont tous considérés comme hostiles. Élimination systématique autorisée, recommandée même. Ces créatures n'ont plus rien d'humain. Armand avait hoché la tête, ses moustaches rousses frémissant. « Compris, mon colonel, on nettoie tout. » Une dernière chose, avait ajouté Beaumont en nous fixant un par un. Mission classifiée secret défense. Pas de prisonniers, pas de témoins, pas de traces. Vous parachutez à minuit, extraction prévue à l'aube. Question ? Pas de question. Il n'y en avait jamais dans ce genre de briefing. On savait tous ce qu'on avait à faire. La préparation avait duré 3 heures. Vérification du matériel. Fusil d'assaut MAS-49 modifié avec des munitions bénites, grenades à fragmentation sacrée, poignards en argent consacré, trousse de premiers secours contenant des antidotes contre les malédictions courantes. Nos uniformes étaient renforcés de fils d'argent tissés dans la trame, nos casques ornés de petites croix gravées par l'aumônier régimentaire. Mickey plaisantait toujours, mais je voyais bien que ses mains tremblaient légèrement en ajustant son harnais de parachutage. « Hé, Durand, tu crois qu'on aura droit à une permission après ça ? J'aimerais bien revoir ma mère avant qu'elle oublie à quoi je ressemble. » « Arrête de dire des conneries !» avait grogné Moisy en vérifiant ses chargeurs. « Ta mère t'oubliera jamais. Elle est trop fière de son fils Héros. »« Héros, tu parles !» avait murmuré André en rangeant soigneusement la photo de sa petite fille dans sa poche de poitrine. « On va buter des gosses cette nuit. Des gosses, bordel !»
Quel genre de héros ça fait de nous? Armand s'était approché, posant une main ferme sur l'épaule d'André. Le genre qui sauve la France, soldat. Ces mômes ne sont plus des mômes depuis qu'ils ont été transformés. Ils sont devenus des armes biologiques. Tu hésites une seconde devant l'un d'eux, et c'est toi qui rentres dans un sac plastique. J'écoutais cette conversation en nettoyant méthodiquement mon fusil, mais quelque chose me dérangeait profondément. Peut-être les lettres de Marie-Claire, qui me parlaient souvent des enfants qu'elle gardait à l'école. Peut-être mes souvenirs d'enfance, quand je jouais à la guerre dans les vignes avec des fusils de bois. Ou peut-être simplement cette part d'humanité que 3 ans de combat n'avaient pas encore réussi à tuer en moi. Le décollage s'était fait dans un silence religieux. L'avion de transport, un vieux Nord 2501 réaménagé, vibrait de tous ses rivets, en franchissant les turbulences magiques qui marquèrent la frontière entre notre monde et le leur. Par les hublots, on voyait défiler un paysage apocalyptique, forêts calcinées, rivières qui coulaient rouge sang, villages fantômes où flottaient encore des âmes en peine. 5 minutes avant largage, avait crié le sergent Sautoir par-dessus le rugissement des moteurs. Nous nous étions levés d'un bloc, vérifiant une dernière fois nos équipements. La porte cargo s'était ouverte sur un ciel d'encre strié d'éclairs violets. En contrebas, les ruines de Château Maudit se découpaient comme une plaie béante dans la nuit, illuminées par des feux follets et des brasiers alimentés par on ne savait quoi. « Bonne chance, les gars !» avait murmuré Armand, en ajustant ses lunettes de saut. « On se retrouve au point de ralliement dans 2 heures. Et souvenez-vous, pas de sentiment, pas d'hésitation. On fait le boulot et on rentre. » Le premier à sauter avait été Mickey, qui avait crié « Vive la France !» avant de disparaître dans le vide. Puis Moisy, qui s'était signé une dernière fois. André, qui avait embrassé la photo de sa fille. Les autres, un par un, avalés par la nuit. Mon tour était venu. Debout dans l'encadrement de la porte, le vent glacial me fouettait le visage. 43 ans plus tard, je me souviens encore de cette seconde d'hésitation, de cette voix intérieure qui me chuchotait que quelque chose allait mal se passer cette nuit. J'aurais dû l'écouter. « Allez-y, caporal !» avait hurlé le sergent Sautoir. J'avais fermé les yeux et j'avais sauté dans les ténèbres, vers un destin que je n'aurais jamais pu imaginer, vers un gamin aux yeux dorés qui allait changer ma vie pour toujours. L'atterrissage s'était bien passé, dans une clairière à 2 kilomètres du château. Nous nous étions regroupés rapidement, camouflant nos parachutes sous des amas de feuilles mortes. La progression vers l'objectif avait commencé dans un silence de mort, nos bottes étouffées par la mousse spongieuse qui recouvrait le sol de cette forêt maudite. Et c'est là, à mi-chemin de notre destination, que nous avions entendu les premiers cris. Les cris venaient du château. Pas des hurlements de guerre ou des ordres militaires, non, des pleurs d'enfants, des sanglots désespérés qui transperçaient la nuit comme des lames dans le cœur. Mickey s'était figé le premier, son visage blême sous le camouflage. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» avait-il chuchoté. Armand avait levé le poing pour nous ordonner de nous arrêter. Nous nous étions accroupis derrière un amas de pierres couvertes de mousse phosphorescente, tendant l'oreille. Les pleurs continuaient, entrecoupés de mots en français, des mots qui glaçaient le sang. « Maman, maman, j'ai mal. Pourquoi vous me faites ça ?» André avait serré les dents, sa main crispée sur la crosse de son fusil. « Putain, ce sont vraiment des gosses français. Ils les ont enlevés et transformés. »« Taisez-vous » avait sifflé Armand. « On continue la mission. Ces cris, c'est peut-être un piège. » Mais moi, j'entendais autre chose dans ces sanglots. Une détresse pure, primitive, qui ne pouvait pas être feinte. Ces enfants souffraient réellement. Ils avaient peur. Et quelque part dans ma tête, la voix de Marie-Claire résonnait. « Il faut toujours protéger les plus faibles. Éloi. » C'est ça, être humain. Nous avions repris notre progression, mais les pleurs nous suivaient, nous hantaient. Plus nous approchions du château, plus ils se faisaient distincts. Il y en avait plusieurs, des voix différentes, des âges différents. Le plus jeune ne devait pas avoir plus de 12 ans. Le château se dressait devant nous comme une montagne de pierres noires. Ses tours écroulées griffaient le ciel, et des lumières rougeâtres dansaient derrière les fenêtres béantes.
L'air empestait le soufre et quelque chose de plus nauséabond encore, la chair en décomposition. 2 sentinelles à l'entrée principale, avait murmuré Moisy en observant à la jumelle. Des revenants, on dirait, pas d'enfants en vue. Les cris viennent des caves, avait précisé André, l'oreille collée à son récepteur radio-directionnel. Il y a une activité importante dans les sous-sols. Armand avait consulté sa montre. 1h30 du matin, on a encore 3 heures avant l'extraction. On procède comme prévu. Infiltration silencieuse, reconnaissance, élimination des cibles prioritaires. Mais alors que nous nous apprêtions à contourner le château par l'ouest, une explosion avait secoué la terre sous nos pieds. Une tour entière s'effondrait dans un fracas épouvantable, projetant des gerbes d'étincelles magiques dans la nuit. Et dans ce chaos, j'avais entendu quelque chose qui m'avait glacé le sang. Un cri d'enfant, plus proche que les autres, beaucoup plus proche. « Là-bas !» Mickey pointait du doigt vers un amas de gravats fumant, à 50 mètres de notre position. « Il y a quelqu'un sous les décombres !» Une forme bougeait effectivement dans les ruines. Petite, frêle, qui tentait de se dégager des pierres qui l'écrasaient. Et cette voix qui appelait en français « À l'aide, s'il vous plaît, maman, c'est un piège !» avait grogné Armand. Ils utilisent un gosse comme appât. On ignore et on continue. Mais j'étais déjà debout, mon fusil à la main. Sergent, c'est un enfant. Il est blessé. C'est un ennemi transformé, Durand. Les ordres sont clairs. Élimination systématique. Je vais juste voir. Tu restes ici. L'ordre d'Armand avait claqué comme un coup de fouet. Mes compagnons me regardaient, partagés entre la discipline militaire et l'instinct humain. André semblait sur le point de craquer, ses mains tremblaient violemment. Mickey s'était mordu la lèvre jusqu'au sang. Moisy marmonnait une prière en latin, et puis j'ai entendu le gamin appeler encore. « Maman, maman, j'ai peur, ça fait mal !» Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Toutes les lettres de Marie-Claire, tous mes souvenirs d'enfance, toute cette humanité que j'essayais de préserver malgré la guerre. Je ne pouvais pas laisser un gosse mourir écrasé sous des pierres, peu importe ce qu'il était devenu. Je peux pas, sergent. Je peux pas le laisser comme ça. Durand, je t'ordonne de... Mais j'étais déjà parti, courant vers les décombres en zigzagant pour éviter les tirs qui pourraient venir du château. Derrière moi, j'entendais Armand jurer comme un charretier et mes compagnons chuchoter des putains et lois, angoissés. Quand je suis arrivé près de l'enfant, j'ai d'abord vu ses yeux, dorés, brillants comme des pièces de monnaie dans l'obscurité. Sa peau avait cette teinte grise cendrée typique des transformations alchimiques. Ses cheveux, autrefois blonds, tiraient maintenant vers le blanc argenté. Mais son visage était celui d'un gamin terrorisé de 16 ou 17 ans. « N'aie pas peur », ai-je murmuré en m'agenouillant près de lui. « Je vais te sortir de là. » Il m'a regardé avec une méfiance mêlée d'espoir. « Vous êtes français ?»« Oui. Comment tu t'appelles, petit ?»« Théo Marchand. De Lyon. » Sa voix était rauque, comme si on lui avait versé de l'acide dans la gorge. « Ils m'ont pris il y a combien de temps ?»« Je ne sais plus. » J'ai commencé à déplacer les pierres qui l'écrasaient. Certaines étaient si lourdes que j'ai dû utiliser mon fusil comme levier. Du sang coulait de ses jambes, un sang plus sombre que la normale, presque noir. Mais il était bien vivant, bien réel. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Théo ?»« Des expériences, des injections. Ils voulaient que je devienne comme eux, que je tue pour eux. » Des larmes coulaient sur ses joues grises. « Mais je veux pas tuer. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux ma maman. » À ce moment-là, une rafale de mitraillettes a sifflé au-dessus de nos têtes. Les défenses du château s'étaient réveillées. Des silhouettes noires dévalaient les pentes en hurlant des ordres dans une langue gutturale que je ne reconnaissais pas. « Durand, ramène ton cul ici maintenant !» Armand vociférait depuis notre position initiale, mais sa voix était couverte par le bruit grandissant de la bataille qui s'engageait. J'ai regardé Théo. Il était libre maintenant, mais ses jambes ne le portaient plus. Il me fixait avec ses yeux dorés où brillait encore une lueur humaine. « Tu peux marcher ?»« Non, je crois que c'est cassé. » Une nouvelle rafale a fait exploser la pierre près de ma tête. Plus le temps de réfléchir.
J'ai passé mon bras sous ses épaules et l'ai hissé sur mon dos. Il ne pesait presque rien, comme si la transformation avait vidé ses os de leur substance. « Accroche-toi, petit, on sort d'ici. » Le retour vers mes compagnons a été un cauchemar. Théo accroché à mon dos, mon fusil dans une main, progressant à couvert sous les tirs croisés. Les créatures du château nous poursuivaient, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Elles tiraient sur moi, pas sur lui, comme si elles avaient reçu l'ordre de le ramener vivant. Quand j'ai rejoint l'escouade, le visage d'Armand était un masque de rage froide. « Qu'est-ce que tu fous, bordel? Lâche cette chose et reprenons la mission. C'est un gosse français, sergent. Il s'appelle Théo Marchand. Il vient de Lyon. Je me fous de son nom. C'est un ennemi transformé. Les ordres. Les ordres. Tu peux te les... » J'ai ravalé mes mots de justesse. Même dans cette situation, il y avait des limites à ne pas franchir. Mickey s'était approché, observant Théo avec curiosité et dégoût mélangés. « Putain, Éloi, regarde-le bien. C'est plus un humain, ce truc. Regarde ses yeux, sa peau. Il parle français, il pleure, il a peur. En quoi c'est plus humain ?» André avait épaulé son fusil, le canon pointé vers nous. « Éloi, pose-le, s'il te plaît. Ne nous oblige pas à... » « À quoi? À tuer un gosse? À te tuer toi aussi pour protéger la mission. » Le silence s'est fait. Même les tirs du château semblaient s'être tus. Mes compagnons d'armes, mes frères, me regardaient comme si j'étais devenu fou. Peut-être que je l'étais. Peut-être que porter ce gamin transformé sur mon dos était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Mais quand Théo a resserré ses bras autour de mon cou en murmurant « Merci, monsieur », j'ai su que c'était aussi la plus juste. « On rentre », ai-je dit simplement. Tous, y compris lui. Armand a craché par terre. « Tu viens de signer ton arrêt de mort, Durand, et peut-être le nôtre. » Il avait raison. Mais à cet instant, ça m'était égal. La fuite à travers la forêt maudite a été un enfer. Théo accroché à mon dos, gémissant à chaque chaos, mes compagnons qui progressaient en silence mortel autour de nous. Personne ne me parlait. Personne ne me regardait. J'étais devenu un paria, un traître qui mettait en péril toute l'escouade pour sauver un ennemi. Nous avions parcouru 3 kilomètres quand les hurlements ont commencé derrière nous. Pas des cris humains. Quelque chose de plus primitif, de plus sauvage. Les créatures du château nous poursuivaient et elles gagnaient du terrain. « Ils nous rattrapent », avait allé Mickey en se retournant. Une vingtaine, peut-être plus. Des loups-garous, on dirait. Armand avait consulté sa carte à la lueur de sa lampe rouge. Il y a une chapelle abandonnée à 800 mètres au nord. Terrain surélevé, bonne visibilité. On peut s'y retrancher. Non, avait murmuré Théo contre mon oreille. Pas la chapelle Saint-Rémy. C'est un piège. Je m'étais arrêté net. Qu'est-ce que tu dis? La chapelle. Ils l'ont piégée il y a une semaine. Mine magique enterrée tout autour. C'est pour ça qu'ils nous poussent vers le nord. Armand s'était retourné, le visage déformé par la rage. Et on est censé croire cette chose? C'est exactement ce qu'elle dirait pour nous égarer. Il dit la vérité, avais-je répliqué. Regarde ses yeux. Il a peur. Vraiment peur. Ses yeux dorés de démon, tu veux dire? André s'était rapproché, essoufflé. Les loups se rapprochent. Il faut prendre une décision, maintenant. Théo avait levé une main tremblante vers l'est. Par là, il y a un ancien tunnel de mine. Les moines l'utilisaient avant la guerre. Il mène jusqu'à la vallée. Un tunnel? Moisy avait froncé les sourcils. Je connais cette région. Il n'y a jamais eu de mine par ici. Si, avait insisté Théo. Mais mes nouveaux maîtres m'ont montré tous les passages secrets pour que je puisse guider leur patrouille. Le tunnel, c'est à 200 mètres, une entrée cachée derrière un rocher en forme de croix. Le hurlement des poursuivants s'était fait plus proche. Je voyais leurs yeux briller entre les arbres. Plus le temps de débattre. On suit le gosse, avais-je décidé. Durand, Armand avait levé son fusil vers moi. Tu fais confiance à un ennemi contre ton propre sergent? Je fais confiance à un gamin qui a peur de mourir. Mickey s'était interposé. Les gars, c'est pas le moment. Ils arrivent. Effectivement, les créatures étaient maintenant visibles. Des silhouettes élancées aux crocs brillants qui bondissaient entre les arbres avec une agilité surnaturelle. En tête de meute, un monstre plus grand que les autres, aux yeux rouges comme des braises.
Merde, avait lâché André. On y va, vers l'est. Nous avions couru comme des damnés, Théo me guidant d'une voix faible. Plus à droite, attention au ravin, là derrière ce gros chêne. Et effectivement, il y avait bien un rocher en forme de croix. Et derrière, à demi dissimulé par des ronces, l'entrée d'un tunnel creusé dans la roche. « Comment tu savais ?» avait murmuré Mickey en écartant les végétaux. Théo n'avait pas répondu. Il regardait fixement l'entrée du tunnel et j'avais vu passer quelque chose d'étrange dans ses yeux dorés, comme de la culpabilité. Nous nous étions engouffrés dans le passage juste avant que la meute nous rattrape. Le tunnel était étroit, humide, creusé à même le calcaire. Nos lampes éclairaient des parois couvertes de symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Des runes de protection, avait expliqué Moisy en les observant, très anciennes, antérieures au christianisme. Nous avions progressé en file indienne pendant près d'1 heure. Théo s'était endormi sur mon dos, épuisé par ses blessures et la transformation qui rongeait son corps. De temps en temps, il murmurait des mots incompréhensibles dans son sommeil, des mots qui ressemblaient à des excuses. C'est André qui avait remarqué le premier détail troublant. « Éloi, regarde les traces au sol. » Nos lampes ont révélé des empreintes dans la poussière, des empreintes fraîches, beaucoup trop fraîches. « Quelqu'un est passé par ici récemment, » avait murmuré Mickey, dans les deux sens. Armand s'était arrêté, pointant sa lampe vers le plafond. « Et regardez ça !» Des fils presque invisibles couraient le long des parois. Des fils qui brillaient faiblement d'une lueur verdâtre. Du fil de cuivre enchanté, utilisé pour les communications magiques longue distance. C'est un poste de commandement, avait réalisé Moisy. Ce tunnel, c'est pas un ancien passage de moines, c'est une base ennemie. J'avais senti Théo se réveiller sur mon dos. Ses bras s'étaient resserrés autour de mon cou, mais pas par affection, par nervosité. « Théo » avais-je murmuré. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit vraiment ?» Silence. « Théo » Sa voix était devenue différente, plus froide, plus adulte. « Je suis désolé, monsieur Durand, vraiment désolé. » Et c'est là que les lumières se sont allumées, partout à la fois, illuminant soudain une vaste caverne souterraine équipée de matériel militaire ultramoderne. Radio, cartes, écran magique diffusant des images de surveillance. Et au centre de tout cela, un homme en uniforme français, un uniforme de colonel. « Bonsoir, messieurs », avait dit l'homme en s'avançant vers nous. « Colonel Henri Beaumont, service secret de l'armée française. Merci de nous avoir amené notre petit protégé. » Beaumont, le même nom que notre commandant de mission. Mon sang s'était glacé. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» avait balbutié André. « Ça veut dire, » avait répondu le colonel avec un sourire froid, « que le caporal Durand vient de nous rendre un fier service. Théo n'est pas un prisonnier évadé, c'est un agent double. Un de nos enfants volontaires, transformé et infiltré dans les rangs ennemis. » J'avais senti le monde s'effondrer autour de moi. Volontaire, Théo avait glissé de mon dos, se tenant debout sur ses jambes qui n'étaient finalement pas cassées. « Je suis désolé, » avait-il répété. « Ils m'ont dit que vous étiez des espions ennemis, que je devais vous attirer ici. » Des espions ? Armand avait levé son fusil, mais une douzaine de soldats français nous tenaient déjà en joue depuis les recoins de la caverne. « Qu'est-ce que tu racontes, bordel ?» Le colonel Beaumont avait consulté un dossier. « Sergent-chef Armand Roussel, soupçonné de trahison depuis 6 mois. Caporal André Fontaine, en contact avec des réseaux de résistance communiste. Soldat Michel Leblanc, frère d'un déserteur recherché. Soldat Jean-Baptiste Moreau, ancien séminariste aux idées pacifistes suspectes. » Il avait refermé le dossier et m'avait regardé. « Et vous, caporal Durand, le plus dangereux de tous, un idéaliste qui place l'humanité au-dessus des ordres militaires. Vous êtes en train de dire qu'on nous a piégés ?» La voix de Mickey tremblait de rage. « Qu'on nous a envoyés en mission pour nous éliminer ? Je dis que cette guerre exige des sacrifices, y compris celui de soldats trop sensibles pour les réalités du combat moderne. » J'avais regardé Théo. Le gamin, car c'était bien un gamin malgré tout, avait les larmes aux yeux. Ils m'ont dit que ma famille serait en sécurité si j'acceptais la transformation, que je pourrais les protéger en servant d'appât. Je savais pas que vous étiez des héros. « Des héros ?» Le colonel avait ricané. «
Ces hommes sont un danger pour la discipline militaire, petit. Heureusement, grâce à toi, nous allons pouvoir les neutraliser. » Mais Théo secouait la tête, de plus en plus agité. « Non, non, j'ai changé d'avis. Monsieur Durand m'a sauvé la vie. Il a désobéi à ses ordres pour moi. Il a risqué sa vie pour un ennemi. C'est ça, un vrai soldat. » Le colonel avait perdu son sourire. « Théo, tu vas te calmer et... » « Non !» Le cri du gamin avait résonné dans toute la caverne. Et soudain, ses yeux dorés s'étaient mis à briller d'une lueur aveuglante. La transformation alchimique, réalisai-je. Elle n'était pas complète. Et Théo venait de décider de quel côté il voulait vraiment être. L'explosion de lumière dorée qui a jailli des yeux de Théo a aveuglé tout le monde dans la caverne. Dans le chaos qui a suivi, cris, coups de feu, effondrement partiel du plafond, nous avons réussi à nous échapper. Théo nous a guidés vers une sortie de secours que même les services secrets français ne connaissaient pas. Le gamin avait finalement choisi son camp. Mais cette nuit-là a marqué la fin de ma carrière militaire et le début de 43 années de questionnement. Aujourd'hui, assis dans mon jardin de Sainte-Colombe, je repense souvent à ce moment où tout a basculé. Quand j'ai compris que la guerre, même juste, peut transformer les hommes en monstres, que l'obéissance aveugle peut mener au pire, et que parfois, désobéir est le seul moyen de rester humain. Les années qui ont suivi mon retour ont été difficiles. Marie-Claire avait épousé son pharmacien. Mes anciens compagnons d'armes m'évitaient, ceux qui avaient survécu aux accidents mystérieux qui les avaient frappés un par un après notre évasion. Seul Mickey était encore vivant quand je suis rentré, et il buvait pour oublier. « Tu avais raison, Éloi », m'avait-il dit un soir dans un bistrot de Montélimar, les yeux rougis par l'alcool. « Ce gosse valait mieux que tous nos colonels réunis. Mais ça nous a coûté cher, hein? Moi aussi j'ai bu, pendant des mois, pour noyer la culpabilité, la colère, cette sensation d'avoir été trahi par mon propre pays. Ma médaille de la valeur militaire était rangée dans un tiroir, et je ne l'ai plus jamais regardée. C'est le docteur Lemaire qui m'a sauvé, un psychiatre de Lyon spécialisé dans ce qu'on appelait pudiquement la fatigue du combattant. Aujourd'hui, on dit stress post-traumatique. Le mot était plus joli, la réalité restait la même. Des cauchemars toutes les nuits, des sueurs froides au moindre bruit, l'incapacité de faire confiance à quiconque portait un uniforme. « Éloi !» m'avait dit le docteur Lemaire lors de notre première séance. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire dans cette guerre. Vous avez gardé votre humanité. J'ai désobéi aux ordres. J'ai mis mes hommes en danger. Vous avez sauvé un enfant. Et accessoirement, vous avez découvert un complot de vos propres supérieurs pour éliminer des soldats jugés trop indépendants. » J'avais ricané amèrement. Beaucoup de bien que ça nous a fait. Le colonel Beaumont a été décoré après la guerre. Moi, j'ai été rayé des cadres pour désobéissance caractérisée en temps de guerre. Et vous regrettez? La question m'avait pris au dépourvu. Est-ce que je regrettais d'avoir sauvé Théo, d'avoir perdu ma carrière, d'avoir découvert que mon propre camp était capable du pire? Non, avais-je fini par répondre. Non, je ne regrette pas. Théo méritait de vivre. Il méritait qu'on lui donne une chance. Alors pourquoi vous punissez-vous? C'est là que j'ai compris. Je ne me punissais pas d'avoir sauvé Théo. Je me punissais d'avoir cru aveuglément dans un système qui était prêt à sacrifier des gosses et des soldats honnêtes pour ses objectifs politiques. Les séances avec le docteur Lemaire ont duré 2 ans. 2 années à décortiquer mes souvenirs, à comprendre que la culpabilité que je ressentais n'était pas la mienne, que j'avais fait le bon choix, même si ce choix m'avait coûté cher. L'honneur véritable, m'avait expliqué le psychiatre, ce n'est pas l'obéissance aux ordres, c'est la fidélité à ses valeurs profondes. Vous étiez un soldat d'honneur, Éloi, le plus honorable de tous. J'ai commencé à recevoir les premières lettres de Théo en 1975. Des lettres courtes, maladroites, écrites dans un français redevenu normal. Il vivait dans un village de montagne, près de Grenoble, sous une nouvelle identité. La transformation alchimique s'était peu à peu estompée. Ses yeux avaient repris une couleur normale, sa peau avait retrouvé sa teinte humaine. « Monsieur Durand, écrivait-il, je pense à vous tous les jours.
Vous m'avez appris ce que voulait dire être un homme bien. Je travaille maintenant comme instituteur. J'essaie de transmettre aux enfants ce que vous m'avez montré, qu'il faut toujours choisir l'humanité, même quand c'est difficile. Ces lettres ont été ma rédemption. Savoir que le gamin que j'avais sauvé était devenu un homme droit, qu'il aidait d'autres enfants, que mon geste avait eu du sens. Ça valait toutes les médailles du monde. J'ai repris des études. Ingénieur comme j'avais toujours voulu l'être. J'ai construit des ponts, des routes, des écoles, des choses utiles, constructives. Et petit à petit, j'ai retrouvé la paix avec moi-même. Bien sûr, il y a eu des rechutes, des nuits où les cauchemars revenaient, des moments où je doutais encore. Était-ce que j'avais vraiment eu raison? Est-ce que mes compagnons morts n'auraient pas mérité que je respecte les ordres? Mais à chaque fois, je repensais aux yeux de Théo. Pas les yeux dorés du soldat transformé, mais les yeux terrifiés du gamin qui appelait sa mère sous les décombres. Et je savais que j'avais fait le bon choix. Le pardon, ça n'est pas venu d'un coup. Pardonner à l'armée française, pardonner au colonel Beaumont, pardonner à cette guerre qui avait gâché tant de vies. Mais surtout, me pardonner à moi-même d'avoir été naïf, d'avoir cru que la guerre était simple, que les bons et les méchants étaient faciles à distinguer. La guerre ne rend pas meilleur, avait dit le docteur Lemaire lors de notre dernière séance. Mais elle révèle qui nous sommes vraiment. Vous, Éloi, vous êtes quelqu'un de bien. La guerre l'a prouvé. Aujourd'hui, à 78 ans, je sais qu'il avait raison. Chaque lettre de Théo, chaque nouvelle de sa vie d'instituteur, de mari, de père, me confirme que ce geste impulsif, dans les ruines de Château Maudit, était le plus important de ma vie. Plus important que toutes mes missions militaires. Plus important que tous les ponts que j'ai construits. Plus important que toutes les décorations que j'aurais pu recevoir. Car ce soir-là, j'ai sauvé plus qu'un enfant. J'ai sauvé mon âme. Ce matin, comme je vous le disais, j'ai reçu une lettre. Une lettre qui a réveillé tous ces souvenirs que je garde habituellement bien enfermés dans un coin de ma mémoire. L'enveloppe portait le cachet de la poste de Grenoble et j'ai reconnu immédiatement l'écriture soignée de Théo. « Mon cher Éloi », commençait-elle. « Il m'appelle par mon prénom depuis qu'il a 30 ans. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Claire et moi attendons notre 3e enfant. Une petite fille, nous dit le médecin, et nous avons décidé de l'appeler Héloïse. En votre honneur, j'ai dû m'arrêter de lire. Les larmes, à mon âge, elles viennent facilement. Mais ces larmes-là étaient différentes. C'étaient des larmes de joie pure, de fierté, de paix retrouvée. Théo a 59 ans aujourd'hui. Directeur d'école à la retraite, grand-père de 4 petits-enfants, pilier de sa communauté. Personne dans son village ne sait qu'il a été soldat dans une guerre fantastique, qu'il a porté des yeux dorés et une peau de cendre. Pour eux, c'est juste Théo Marchand, l'ancien instituteur qui organisait les kermesses et aidait les enfants en difficulté. Sa lettre continuait. « Je repense souvent à cette nuit où vous m'avez porté sur votre dos. Vous savez, Éloi, j'ai menti ce soir-là. Mes jambes n'étaient de pas cassées. J'aurais pu marcher, mais j'avais tellement peur, j'étais tellement perdu que je voulais juste qu'on me porte, qu'on me sauve. Vous l'avez fait sans poser de questions, sans hésiter. C'est ça qui m'a donné envie de redevenir humain. 43 ans après, il m'apprend ça. Le bougre aurait pu marcher tout seul. Mais vous savez quoi? Ça ne change rien. Au contraire, ça prouve que ce qui comptait, ce n'était pas son état physique. C'était son état moral, son besoin d'être sauvé, protégé, aimé, malgré ce qu'il était devenu. Et ça, mes amis, c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise dans cette guerre. L'ennemi, le monstre, l'autre. Et parfois, c'est juste quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende la main. Quelqu'un qui attend qu'on lui montre qu'il mérite encore d'être humain. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire confiance à tout le monde. Je ne dis pas que toutes les guerres sont injustes ou que tous les ordres sont mauvais. Mais je dis qu'il faut garder son cœur ouvert, même dans l'enfer. Surtout dans l'enfer. Depuis ma retraite, je reçois parfois la visite de jeunes militaires. Des soldats qui reviennent d'Afghanistan, du Mali, de missions dont on ne parle pas dans les journaux. Ils viennent me voir parce qu'on leur a dit que le vieux Durand de Sainte-Colombe avait vécu des choses difficiles et pouvait peut-être comprendre. Ils s'assoient dans mon jardin,
Ils boivent le café que je leur prépare et ils me racontent. Les cauchemars, les doutes, la culpabilité. Ces moments où ils ont dû choisir entre les ordres et leur conscience. Ces visages d'enfants qu'ils n'arrivent pas à oublier. Je les écoute, je ne juge pas. Et quand ils ont fini de parler, je leur raconte Théo. Je leur dis qu'être un héros, ce n'est pas toujours obéir. Que parfois, c'est désobéir pour sauver ce qui mérite d'être sauvé. Mais Monsieur Durand, m'a dit l'un d'eux récemment, un jeune sergent qui revenait de Syrie, si on désobéit à chaque fois qu'on a des doutes, comment on fait la guerre? Bonne question, fiston. Peut-être qu'il faut se demander si cette guerre vaut vraiment la peine d'être faite. Et si la réponse est oui, alors il faut la faire en restant humain, coûte que coûte. Ce garçon s'appelait Julien. Il avait 24 ans, l'âge que j'avais quand j'ai sauté au-dessus de Château Maudit. Avant de partir, il m'a serré la main et m'a dit « Merci, monsieur. Vous m'avez donné le courage de continuer. C'est ça, mon héritage. Pas les ponts que j'ai construits, même s'ils servent encore aujourd'hui, pas les décorations qu'on ne m'a jamais données, c'est cette chaîne de courage et d'humanité qui se transmet de génération en génération. Théo qui devient instituteur, moi qui conseille de jeunes soldats, eux qui iront à leur tour protéger d'autres enfants perdus. Et vous, qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui avez eu la patience de suivre cette vieille histoire jusqu'au bout, peut-être que vous aussi, vous avez vécu des moments où il a fallu choisir, entre la facilité et le courage, entre l'obéissance et la conscience, entre sauver sa peau et sauver son âme. Moi, je ne regrette rien, ni d'avoir perdu ma carrière militaire, ni d'avoir été rejeté par mes supérieurs, ni même d'avoir perdu Marie-Claire, parce que ce que j'ai gagné en échange vaut tous les sacrifices du monde, la certitude d'avoir fait le bon choix au bon moment. Quand je mourrai, et ça ne saurait tarder à mon âge, je partirai en paix. Je sais que quelque part près de Grenoble, un homme de 59 ans élève ses enfants dans l'amour et le respect. Je sais que sa petite fille portera mon prénom. Je sais que l'histoire que je lui raconte aujourd'hui sera peut-être transmise à ses descendants. Et qui sait, peut-être qu'un jour, l'un d'eux se trouvera face au même choix que moi. Peut-être qu'il entendra la voix du vieux Éloi lui chuchoter « Porte-le sur ton dos, petit, porte-le jusqu'au bout. » Car voyez-vous, mes amis, c'est ça la vraie victoire. Pas de gagner une guerre, pas de tuer ses ennemis, pas même de sauver son pays. C'est de rester humain quand tout pousse à devenir un monstre. C'est de tendre la main quand tout le monde ferme le poing. C'est de porter sur ses épaules ceux qui ne peuvent plus marcher. La lettre de Théo se terminait ainsi. « Éloi, vous m'avez appris que l'honneur n'est pas dans l'uniforme, il est dans le cœur. Merci de m'avoir montré le chemin. Merci d'avoir été mon père quand j'avais perdu le mien. Je vous aime. » Voilà, c'est tout. Une histoire simple d'un vieux soldat qui a désobéi aux ordres pour sauver un gamin. Une histoire qui m'a coûté ma farde, mais m'a sauvé l'âme. Et vous, là où vous êtes, dans vos vies bien remplies, vos responsabilités, vos doutes, rappelez-vous de Théo. Rappelez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui mérite qu'on le porte sur ses épaules, quelqu'un qui attend qu'on lui tende la main. Ne laissez jamais personne vous dire que l'humanité est une faiblesse. C'est notre plus grande force, notre plus belle victoire. Allez maintenant, racontez-moi, d'où m'écoutez-vous? Avez-vous, vous aussi, des histoires de courage à partager? Les commentaires sont ouverts et j'ai tout mon temps pour vous lire. Après tout, à 78 ans, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que d'écouter les histoires de ceux qui continuent le combat?